Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Anne-Sophie Lapalu qui est directrice de l'association Génération et Culture. On va parler d'habitat intergénérationnel dans les établissements médico-sociaux, que ce soit en EHPAD, en résidence autonomie ou dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Le sujet, c'est comment accueillir des étudiants dans son établissement et quels avantages, quels intérêts pour les uns et pour les autres. Alors, bonjour Anne-Sophie, merci de participer à ce podcast. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter toi, ton parcours et l'association? Bonjour Arnaud, donc je suis directrice de l'association Génération et Culture depuis 3 ans. Avant, j'étais professeure dans l'éducation nationale, donc j'étais auprès de la jeunesse. Et puis, j'ai fait une reconversion professionnelle en travaillant auprès des personnes âgées, notamment en étant stagiaire de direction dans 2 EHPAD. Et j'ai ensuite candidaté à un poste qui me permettait d'allier mes deux parcours professionnels, en fait. Et donc, je suis directrice d'une association qui promeut les liens intergénérationnels et interculturels depuis 40 ans dans les Hauts-de-France. Voilà, donc l'association, pour la présenter très rapidement, elle a 3 axes d'intervention aujourd'hui. Elle anime un réseau d'innovation sociale à l'échelle régionale pour valoriser l'innovation et les bonnes pratiques. Elle a aussi des interventions dans des résidences sociales auprès des bailleurs Areli et Adoma pour créer du lien social auprès notamment des vieux travailleurs migrants âgés. Et puis enfin, elle encadre 2 dispositifs d'habitat intergénérationnel. Le premier, qui existe depuis une douzaine d'années, s'appelle Un toit à partager. C'est un dispositif de cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et donc là, typiquement, c'est le schéma type. Une personne âgée, souvent retraitée, qui a une grande maison, qui dispose de chambres meublées disponibles et qui les met à disposition d'étudiants ou de jeunes travailleurs ou de personnes précaires ou en reconversion, en recherche de logement à coût modique. Et l'idée, c'est qu'il y ait voilà, des échanges, en fait, des échanges intergénérationnels qui se nouent au fil de cette cohabitation. Et c'est le rôle de l'association, finalement, de trouver des binômes qui matchent bien en respectant les attentes des uns et des autres. Et c'est un dispositif qui a une vraie réussite, hein. On a 13 ans d'expérience, on a accompagné 1300 binômes et on a 97% de réussite sur les cohabitations. Donc ça, c'est le dispositif à domicile. Et en fait, en 2016, on a créé un deuxième dispositif qui s'appelle Un toit parmi les âges, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, le dispositif à destination des structures médico-sociales. Et on a été sollicité un jour par un directeur d'EHPAD qui nous a dit, écoutez, moi, c'est bien, j'ai des jeunes qui viennent chanter la chorale de temps en temps, qui viennent à Noël, les enfants passent, mais finalement, ce que je voudrais, pardon, ce que je voudrais pour les résidences, c'est un souffle de jeunesse permanent et c'est qu'il y ait des liens intergénérationnels au quotidien. Donc, si je mets à disposition une chambre, un logement pour un jeune, est-ce qu'on peut envisager qu'un jeune vienne vivre à l'EHPAD? Et en fait, ça a été assez incroyable parce que on a mis la première jeune qui a été conventionnée dans cette expérimentation. C'était une jeune malgache qui avait donc il y a une vraie culture de la personne âgée, un amour de la personne âgée à Madagascar qui est très important et qui évidemment à Madagascar on ne met pas les personnes en EHPAD. Donc autant cette jeune femme avait toutes les qualités humaines pour vivre une expérience relationnelle positive avec les résidents, autant dans sa culture c'était un peu quand même un choc. Et en fait ça a été une très très belle expérience. Donc, on a décidé voilà, d'améliorer, de reconduire le dispositif. Et donc, depuis 5 ans, on a créé et suivi 90 conventions avec une dizaine de structures en moyenne chaque année.
Donc, dans ces structures, on compte des résidences autonomie de 2 ou 3. Alors, toutes nos conventions, pour l'instant, sont sur la métropole de Lille et on essaie vraiment d'imaginer un essaimage à l'échelle régionale. Des conventions donc, avec les CCAS via les résidences autonomie. Et puis, la maison familiale hospitalière à Lille, aussi des structures pour personnes en situation de handicap comme les Papillons Blancs. Ou alors des EHPAD. On a un EHPAD dans le Vieux-Lille, on a eu aussi un EHPAD à Saint-Quentin. On a quand même fait une convention hors métropole de Lille. Donc voilà. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cadre juridique qui s'y prête tout à fait bien. Il y a, dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, en 2016, un décret a permis à toutes les structures médico-sociales d'accueillir à hauteur de 15% de leur capacité des jeunes étudiants ou des travailleurs qui vivent sur place. Voilà. Et là, il y a aussi une histoire, donc puisqu'on est dans un dispositif de cohabitation intergénérationnelle solidaire, il y a l'idée d'un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que un établissement veut créer un projet intergénérationnel, veut créer du lien intergénérationnel quotidien au sein de son établissement. En contrepartie, un jeune va bénéficier à un prix modique, c'est-à-dire un maximum de 150 euros, charges comprises, d'un logement sur place. Et il va vivre des temps intergénérationnels avec les résidents, maximum 30 heures par mois. Ça peut être tout à fait des temps, comment dire, informels, dans le hall dans le hall de l'établissement, dans les chambres Juste des de résidents, discussion et de rencontres. tout ça, de discussions, de rencontres, de prévoir des choses qui ne demandent pas forcément beaucoup de préparation et de temps d'animation pour le jeune, parce que ce ne sont pas des animateurs professionnels, ou ils ont simplement le rôle d'une autre forme de présence dans l'établissement, qui ne soit pas la présence bénévole, qui ne soit pas la présence des salariés. Vous voyez, cet entre-deux-là qui est très intéressant et très valorisant, en fait, très gratifiant pour les résidents. Et donc, ils peuvent voilà, prendre des temps de jeu avec les résidents, des temps quand les résidents on rencontre un jeune d'une autre culture comme à Madagascar, la présentation aussi de la culture du pays du jeune, vous voyez. Donc, voilà, c'est tout à fait intéressant. Et en fait, nous, on va s'adapter à chaque fois on a un cadre, hein, c'est-à-dire on fait attention à ce que les jeunes soient pas bénéficient d'un logement meublé. On fait attention, nous aussi, au recrutement du jeune et on fait aussi attention à ce qu'il ne soit pas surmobilisé et qu'il puisse réussir ses études. Donc, on a un cadre assez formel, mais après, on a vraiment une méthodologie de co-construction. Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, donc, une fois qu'on rencontre la structure, une structure se manifeste auprès de nous et on lui présente le projet. Et puis à partir de là, la structure nous dit, bon, bah, ok, moi, ça m'intéresse d'y réfléchir, je vais en parler à mon CA, etc. Et on signe une petite convention d'accompagnement peut-être à une réflexion de projet. Ensuite, on va rencontrer la structure une fois que c'est validé un peu en amont, etc., pour vraiment échanger sur le projet et son axe intergénérationnel pour l'intégrer au projet d'établissement, si possible. En tout cas, on aide à définir le projet. Et ensuite, il y a une autre phase qui est très importante, c'est participer à un certain nombre de réunions en CVS ou autres avec les résidents qu'on veut absolument associer au projet, les intervenants, certains professionnels, ça peut être par exemple l'animateur, parce que nous, il faut que finalement le jeune ait un référent un peu opérationnel au sein de l'établissement. Il ne faut pas simplement qu'il y ait un directeur qui ait validé le projet, mais qu'il ait un interlocuteur sur place. Donc, c'est vraiment tripartite entre l'association, l'établissement via le référent opérationnel au quotidien pour le jeune, et le jeune et son engagement. Et on va proposer aussi, donc, au-delà de cette création de projet, de montage de projet et de la mission, une charte. On va adapter en fait la charte de nos dispositifs à l'établissement et on va proposer une convention euh, d'occupation du logement en fait à l'établissement. Et ensuite, la dernière phase, donc, c'est de rechercher en fait le profil qui est attendu par les résidents.
des résidents vont vouloir peut-être un jeune d'une autre culture, ou plutôt un jeune qui aura un profil artistique pour voilà, leur partager sa passion de la musique, etc. On va vraiment être à l'écoute de ce profil-là et présenter un ou plusieurs jeunes motivés par le projet et lui faire rencontrer évidemment la direction et quelques personnes qui vont se prononcer sur le recrutement. Ensuite, on prévoit, et ça c'est la dernière phase, un temps d'immersion dans l'établissement. Alors avant ce temps d'immersion, par exemple en EHPAD, le jeune rencontre un de nos administrateurs qui a été directeur d'EHPAD et qui montre un petit peu aux jeunes ce que c'est qu'une vie en EHPAD, comment ça se passe, et pour que le jeune soit pas, que la décision du jeune soit pas biaisée par finalement par une vision de l'EHPAD qui serait pas la réalité. Et donc une fois qu'on a un peu balisé de part et d'autre, bien précisé la nature du projet, voilà, on propose un temps d'immersion du jeune dans l'établissement et on le laisse réfléchir encore voilà, une journée ou deux. Et puis à partir de là, on crée les éléments, les outils nécessaires au projet. Et ce qui est très important, c'est que donc, une fois que le jeune est sur place, eh bien, on appelle toutes les semaines le jeune, et on fait ça aussi dans l'autre dispositif, hein. Toutes les semaines, le jeune, le premier mois, et également l'établissement. On fait un premier bilan approfondi le premier mois, à la fin du premier mois. L'idée, c'est vraiment de voir si le jeune a bien pris ses marques dans l'établissement et il a bien pris enfin, il a bien échangé déjà, fait connaissance avec les Il résidents. s'intègre bien et si tout se passe bien, en fait. Parce Voilà, que tout c'est à ça fait. qui peut être critique L'intégration au du début. jeune, c'est Ouais. ça. Ouais. Et puis souvent, ça j'ai oublié de le dire, souvent nous on essaye de proposer deux jeunes en fait, avec des personnalités complémentaires. Un jeune qui va être très extraverti et qui va aimer le contact avec le collectif et qui va être force de proposition, par exemple, sur des animations, et un autre jeune qui sera plus, peut-être plus introverti, mais plus empathique, et qui va vraiment être aussi dans la recherche du lien privilégié et individualisé avec des résidents qui sont réfractaires au collectif et qui ont tendance à s'isoler dans leur chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, plutôt la relation, la discussion, le moment de partage, mais ouais, un petit peu plus individuel que sur une activité plus collective. L'idée, c'est vraiment que les jeunes soient là pour l'ensemble des résidents et y compris pour ceux, pour entre guillemets, les invisibles, c'est-à-dire ceux qui se montrent pas trop ou qui ont tendance à s'isoler. Voilà. Ouais. D'autant que c'est super intéressant parce que moi, j'ai toujours constaté, les résidents entre eux, il y a peu d'interaction. Ils cherchent pas trop le contact avec les autres résidents. Ils vont plus chercher le contact avec les équipes, avec des visiteurs, avec les familles, avec les bénévoles et tout ça. Euh, Entre eux, c'est toujours plus difficile. Donc, c'est vrai que amener quelqu'un qui à la fois est finalement résident comme eux parce qu'il habite dans l'établissement, mais bah, qui sort et qui peut bah, voilà, partager d'autres choses, c'est vraiment pertinent. Alors moi, mon rêve, ce serait d'aller jusqu'à trois jeunes avec donc un troisième profil de jeune. Mais bon, là, en temps de pandémie, c'est absolument impossible. Mais avec un troisième jeune qui soit là, en fait, pour vraiment créer beaucoup plus d'interaction avec le quartier et mettre, par Mm. exemple, en place un système d'échange local où, vous savez, il y a des échanges de compétences. Les personnes âgées peuvent apporter des compétences. C'est une valeur horaire. Ils passent une heure de temps avec un jeune. Il l'aide par exemple à corriger son mémoire parce qu'il fait des fautes d'orthographe ou je ne sais quoi. Et en contrepartie, le jeune apporte une heure de ses compétences à de l'aide numérique ou des choses comme ça, vous voyez? Ouais. Ouais, ouais, c'est des sujets. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment des sujets d'actualité. Et là, on coche énormément de cases. On parle d'intergénérationnel, qui est un sujet dont on parle beaucoup. La logique aussi du tiers-lieu, de l'ouverture sur l'extérieur. Comment on fait venir des gens dans l'EHPAD et comment on peut avoir cette dimension de partage. Et puis Mm. aussi, qui est très ancrée dans les établissements médico-sociaux, c'est la dimension aussi solidaire qui est intéressante, puisque là, on est sur un dispositif où ben voilà, l'objectif, c'est pas de vendre quelque chose ou de gagner de l'argent, c'est vraiment cette logique de partage, d'échange, de gagnant-gagnant, où finalement un étudiant va pouvoir avoir un loyer
modéré. On sait que c'est difficile. On sait que dans les grandes villes, voilà, on peut avoir parfois des loyers qui coûtent très cher et qui Mhm. peuvent aussi être source d'isolement. On l'a bien vu pendant le Covid, mais même en dehors. Finalement, un étudiant, et parfois un étudiant qui vient de loin pour ses études, il va se retrouver un peu isolé, tout seul dans le cliché, c'est un studio tout petit. Mm. Là, on aura peut-être un studio qui sera pas beaucoup plus grand, mais dans un lieu de vie collectif avec la possibilité de discuter, d'échanger, de ne pas être tout seul, et puis voilà, de vivre en collectivité et surtout de se rendre vraiment utile. Oui, et c'est vrai que en fait, c'est exactement ça. Le jeune, là, on a une jeune à Résidence Autonomie de Wattignies. Euh, Elle a 18 ans, elle est étudiante en sciences politiques et c'est très rassurant pour elle d'être dans ce cadre chaleureux où il y a toujours des résidents autour d'elle, enclins à la discussion, à l'échange. Il y a il y a un vrai facteur de lien social très positif pour le jeune aussi. Et puis, pour les résidents, ben là, c'est une étudiante en sciences politiques, beaucoup aussi d'interactions et d'échanges sur les débats de société. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très précieux, en fait, cette rencontre de deux générations autour de visions différentes ou non de la société, mais en tout cas dans l'échange et dans le dialogue. Et puis, ben, là, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'après après le déconfinement, j'ai vraiment cru que le dispositif était en stand-by pour l'année suivante. Et en fait, toutes les structures ont renouvelé les conventions avec les jeunes. Et moi, ça m'a absolument interloquée. Et en fait, les directeurs de structure m'ont dit, mais vous ne pouvez pas imaginer comme c'est précieux pour les résidents. Euh, c'est juste inconcevable qu'il n'ait plus ce lien intergénérationnel parce que chaque année, leur demande, c'est quand est-ce qu'arrivent les étudiants. Et alors, ce qui a été marquant aussi pour nous cette année, c'est que pour la première fois, la totalité des jeunes dans le dispositif, la quasi-totalité, pardon, certains ont mis fin parce qu'ils avaient trouvé un emploi finalement, mais la quasi-totalité des jeunes ont reconduit leur mission une deuxième année au sein des structures également à la demande des structures. Donc, alors qu'on était sur des systèmes de pérennisation, des cohabitations très fortes sur un toit partagé, nos dispositifs à domicile, on a des binômes qui sont ensemble depuis 5, 6 ans. Là, on se rend compte que le dispositif atteint aussi sa maturité et les établissements sont prêts à renouveler 2 ans ou plus, en tout cas 2 ans, là, cette année, c'est acquis, avec un certain nombre de jeunes qu'on leur a proposé. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est super. Je me dis, en fait, tout porte à se dire que c'est un super projet et que, en fait, pourquoi on le fait, pourquoi on l'a pas fait avant et que ça a beaucoup de sens. Même juste, c'est vrai que cette logique de déconfinement de post-Covid, on peut se dire, bah, en fait, c'est peut-être compliqué de faire rentrer des étudiants dans l'établissement euh, parce que le risque sanitaire fait qu'on va plutôt fermer les portes. Par contre, bah, les 2 années là, qui viennent de s'écouler, ce qui a été terrible dans les établissements, c'est justement cette notion d'isolement Oui. et le fait de à la fois pas pouvoir sortir, de réduire pas mal d'interactions et de choses qui ont pu se passer. Et là, Mm, finalement, ouais, c'est une belle compensation. Ça permet d'inscrire en plus une relation dans le long terme. tout à fait. C'est pas finalement, parce qu'on peut toujours faire venir, on fait venir les écoles, des gens, des étudiants qui peuvent venir même d'une manière bénévole, mais finalement, c'est des relations ponctuelles et Mhm. qui ne s'inscrivent pas dans la durée. Moi, il y a souvent des résidents qui me disaient, bah oui, c'est bien, vous allez faire venir des gens, mais en fait, bah, on va juste apprendre à les connaître et puis après, on les reverra plus. Donc, quel intérêt? Et c'est vrai que là, le fait d'inscrire dans le long terme, sur une année, voire plus, c'est d'autant plus intéressant. Après, nous, honnêtement, dans la manière dont on a conçu le dispositif, pour nous, c'était une année, parce que c'est une expérience humaine et citoyenne très forte pour un jeune. Et donc, on s'est dit, une année comme ça dans sa vie, c'est déjà super chouette. On n'était pas, nous, enclins à proposer la reconduction aux jeunes et à la structure. C'est vraiment venu d'eux, en fait. Mm. Et donc, bon, pourquoi pas. Mais nous, on est plutôt à proposer une expérience de ce type-là, mais j'entends tout à fait la demande de liens durables avec un jeune, ça c'est sûr. Ensuite,
De toute façon, enfin, nous, le retour que nous font les directeurs de structure, c'est que sur toute la panoplie, le panel d'activités qui sont proposés aux résidents, en fait, ce sont les activités intergénérationnelles qui leur apportent le plus de bonheur. D'accord. Et moi, quand ils renouvellent les conventions, même en post-Covid comme ça, c'est nous dire non, ce qui est en jeu, c'est le bonheur de nos résidents. Ouais, c'est vraiment génial. Je me dis alors du coup, ma question c'était, c'est vrai que ça semble, une évidence par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer, à la fois l'importance et la nécessité des liens intergénérationnels, la dimension solidaire, la dimension aussi d'ouverture et d'échange et de partage. Mhm, Néanmoins, quand on se dit: «Je vais accueillir un jeune dans une maison de retraite», que ce soit une résidence autonomie, un EHPAD, on peut se dire on peut avoir des réticences en fait, tu vois? D'abord, se dire, bah, est-ce que le jeune déjà il va trouver sa place? Est-ce que ça va prendre, tu vois? mhm. Est-ce que ça va marcher? Parce que de se dire finalement, est-ce que c'est pas deux générations différentes? En EHPAD, on peut se dire aussi, bah, la dépendance, les troubles cognitifs, comment ça va faire? Comment on peut en fait rassurer, encourager les directeurs, les directrices qui auraient envie de le faire mais qui doutent un petit peu? Bien, déjà, nous, par exemple, on ne fait pas de pub auprès des jeunes sur ce dispositif. C'est-à-dire que nous, dans le tout venant des jeunes qui viennent à l'association pour une cohabitation, déjà, il y en a 25 à 30 qu'on ne retient pas dans aucun des dispositifs. On fait vraiment de sélection. Et ensuite, parmi les 75 retenus, il y a encore un niveau de profil de jeunes pour lequel on se dit, oula, là, il y a un super profil en termes de citoyenneté, d'ouverture et de qualité relationnelle. Il faut qu'on lui propose. En fait, c'est nous qui jugeons, en fait, D'accord. qui pressentons des profils beaucoup plus qualitatifs, entre guillemets, pour une expérience de type médico-social, en fait. Ouais, ouais, et puis surtout pour pas les mettre en échec et C'est pas que ça. ce soit eux, que ce soit l'établissement, je comprends. Ensuite, moi, je vais être claire, hein, il y a chaque année, je refuse des projets. C'est-à-dire que quand on me propose, par exemple, un projet où le jeune serait en cohabitation avec des résidents en situation de handicap psychique, c'est clairement non. On va pas les mettre des jeunes en difficulté. Nous, ce qu'on veut, c'est créer du beau lien intergénérationnel et pas répondre à des problématiques ressources humaines ou salariales ou des structures. Donc, on est très, très vigilant là-dessus. Oui, Et une forme puis, d'animation cachée, en fait. Se c'est dire, je vais ça, remplacer l'animation ou des prestataires ou c'est des ça. intervenants par un bénévole. Et c'est vrai que nous, le jeune, il vient toujours en appui, par exemple, d'un Hmm. animateur pour faire une petite animation le dimanche parce que c'est un jour qui est difficile pour les résidents en EHPAD, par exemple, où là, il n'y a pas de salariés et c'est un peu tristouné. Donc, Ouais, euh, donc là, il vient vraiment en complémentarité, mais jamais se substituer à l'animateur, ça c'est très important. ouais. Et puis, ce qui est quand même très sécurisant pour le jeune et pour l'établissement, c'est que nous, on a un bilan, alors on a un suivi téléphonique mensuel. Et surtout, on vient 3 fois dans l'année sur place pour faire un bilan très approfondi et voilà, faire le point sur les missions, sur l'amélioration sur comment on peut améliorer encore le dispositif ou l'existant quand on sent qu'il y a un petit problème. Vous voyez, pendant la pandémie, tout n'a pas été simple, hein. Donc, mais en tout cas, on est toujours resté en contact avec les structures et donc ça, c'est très important Ouais, pour les directeurs en fait. Ils ouais, je comprends. savent qu'on est le tiers de confiance et qu'on ne les lâchera pas dans le projet. S'il y Ouais. a un problème avec un jeune, s'il y a un problème ci ou ça, nous, on est vraiment au taquet sur le suivi et donc ça évite quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de problématiques aussi. Et puis grâce à la sélection et l'expérience qu'il peut y avoir. Mhm. Ok, alors j'ai deux dernières questions. D'abord, on a parlé de ce qui se passe peut-être plus en EHPAD, en résidence autonomie, mais on se disait que on peut proposer aussi de l'hébergement dans des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. C'est quel type de structure et est-ce qu'il y a une différence finalement dans le quotidien ou sur l'impact que ça peut avoir ou c'est pareil? Moi, je dirais que c'est assez identique parce que ils sont quand même là peut-être qu'il y a plus d'interaction, non. Non, non, je pense qu'on est assez à l'identique dans cette recherche du lien informel, de la présence des repas partagés,
Les jeunes, dans les deux cas, peuvent. J'ai pas répondu à ta question sur quand il y a des résidents qui sont un petit peu en situation de perte cognitive, etc. Nous, on fait attention à pas mettre les jeunes en difficulté, en fait. Donc, ils vont être plutôt orientés aussi, par exemple, s'il faut accompagner des résidents un peu autonomes à une sortie en ville, ils peuvent accompagner pour faire une petite course, etc. Ce qu'un salarié ne pourrait pas faire et qui apporte une plus-value et qui permet aussi, du coup, aux jeunes d'avoir un échange privilégié avec un résident. Mais encore une fois, l'établissement est très conscient que le jeune est là pour tous et que du coup, vous voyez, il n'y a pas un jeune qui est réservé, entre guillemets, à un, deux ou trois résidents avec, on pourrait aussi avoir cette problématique-là. Et donc, on est tous vigilants à ça, en fait qu'un maximum de résidents puissent bénéficier de modalités très différentes. Et donc, on ne mettra pas du tout le jeune exposé avec des résidents de l'EHPAD qui sont, par exemple, concrètement en unité Alzheimer. Ça, c'est absolument inenvisageable. Ça va être vraiment sur des liens. Il va manger de table, à des tables différentes tous les soirs pour échanger et puis vivre des petits temps d'animation où il propose des choses et de partager ses passions, en fait. Ouais, et que ce soit sympa pour tout le monde. Mm. Ok. Et c'est vrai qu'il y a un autre aspect, il y a des directeurs qui viennent me voir en disant, mais écoutez, le projet est génial, mais moi, j'ai pas de chambre à disposition, je suis pas en sous-occupation. Alors des fois, je leur dis, ben, peut-être que vous pouvez mettre à disposition, réaménager un local qui est pas tout à fait aux normes. Et puis la deuxième solution que je propose, c'est, certes, vous avez des résidents EHPAD, mais ils ont des conjoints. Et ces conjoints se retrouvent seuls chez eux. Et c'est une véritable épreuve d'être aidant d'une personne en institution. C'est quand même une épreuve. Et donc, la cohabitation, donc ce que je leur explique, c'est qu'il y a une porosité possible entre les dispositifs. Des conjoints de résidents en EHPAD peuvent tout à fait intégrer le dispositif à domicile, un toit partagé, vivre ces moments de légèreté, d'échange et de joie intergénérationnelle. Et ça leur donne beaucoup de tonus et d'élan vital pour aussi vivre au quotidien ces allers-retours à l'EHPAD qui ne sont pas toujours faciles à vivre pour lui, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et puis même aussi ne pas être centré à 100% sur l'EHPAD et Tout à garder fait. aussi, avoir finalement une forme de bouffée d'oxygène pour Mm. continuer d'accompagner son proche, mais sans... Et nous, ce dont on se rend compte, c'est que par exemple, souvent, les hommes qui intègrent le dispositif à domicile ils viennent dans le dispositif parce que leur conjointe est décédée ou parce qu'elle est en institution. Et l'épreuve de l'institution pour un conjoint homme, c'est difficile d'être seul chez soi à la maison. Et on a de magnifiques cohabitations dans ce cadre-là qui sont assez extraordinaires. Mm. Ok, super. Alors, aujourd'hui, on va dire un rayonnement, voilà, c'est un accompagnement et des services qui sont proposés sur la métropole lilloise, Oui. euh, Enfin non, dans toute la région de France en toute fait. la région Hauts-de-France. Un projet pour 2022 sur le Valenciennois dans une structure justement de handicap où là il y aurait un peu une résidence intergénérationnelle avec une mixité de public. Et donc effectivement, nous aussi, on peut être apporteur de solutions et d'une sélection de jeunes dans un projet d'habitat inclusif, par exemple. Ça peut être tout à fait envisageable. Et Donc l'idée, c'est surtout régional Hauts-de-France. oui, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, Arnaud, c'est que nous, on est dans un réseau national d'associations qui font de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et en fait, notre dispositif médico-social, il a essaimé dans 7 autres structures du réseau national. Le réseau national D'accord. s'appelle Cohabilis. Et donc, bah, c'est intéressant de voir que ça, c'est essaimable. Et puis, nous, on a eu la bonne surprise aussi de voir en 2021 la Fondation de France, donc, qui avait financé notre projet. Elle a voulu faire le focus pendant la pandémie sur les 10 meilleures initiatives qu'elle avait accompagnées au bénéfice des personnes âgées. Et un toit parmi les âges en a fait partie. Ah, Donc, génial. oui, on était vraiment heureux de cette valorisation et ça nous a donné aussi beaucoup d'élan pour aujourd'hui, par exemple, discuter avec toi, pour être plus proposant aussi auprès des structures médico-sociales de la région parce que c'est vraiment un beau projet.
D'ailleurs, j'en profite pour remercier nos partenaires, la région Hauts-de-France, la Conférence des financeurs, la métropole de Lille, la CARSAT et puis aussi des financements privés, AG2R La Mondiale et la Fondation UP qui nous accompagnent notamment pour essaimer sur les territoires ruraux. Alors du coup, pour conclure, comment on te contacte? Eh bien, donc on a un site internet où on peut nous contacter via le site internet. Il y a une adresse de contact. Ou sinon, nous appeler aussi. On a une page LinkedIn. Moi, j'ai un profil LinkedIn aussi. Donc, et puis là, on est en campagne, hein, on est en train de diffuser auprès de tous les EHPAD, structures, résidences autonomie, etc. On est en train de diffuser notre proposition avec des articles en fait de jeunes. On a réussi à avoir des articles de presse sur le projet et puis une brochure qu'on a constituée pour bien expliquer toutes les différentes modalités du projet. Super. Eh ben, merci pour toutes ces infos et puis à bientôt pour en Merci savoir beaucoup, plus sur Arnaud. ce qui se passe. Merci Anne-Sophie. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements